son livre intitulé Carnet de guerre, Papacito. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur TV Liberté. Alors, ma première question, elle est simple. Pourquoi le livre? Alors, néanmoins, j'ai découvert un premier élément de réponse dans un précédent entretien que vous avez accordé, où vous avez déclaré « Soit j'écris, soit je tue des gens ». Donc, je suis plutôt assez heureux que vous ayez fait ce livre. Alors, bien sûr, c'est une formule qui est exagérée, mais c'est vrai que quand on arrive à un certain niveau de tension, soit on devient malade, soit on se ratatine, on devient rabougri, soit on essaie de créer du positif et d'avoir une démarche qui est salutaire, qui va être celle de, quitte à ce qu'on fasse tout brûler, autant que ce soit un beau brasier. Et je me suis dit qu'un livre, est toujours moins violent, est toujours plus puissant et moins violent que la violence en soi physique. Comme ça, je vais pas aller gifler 4 mecs que j'aime pas, ça n'aura aucune incidence. Alors qu'un livre, finalement, il peut allumer de bien plus grands feux et faire bien plus mal qu'une empoignade, quoi, voilà. Alors, et néanmoins, en termes de vulgarité, tous les chapitres commencent par la notion FDP, qui veut dire quand même fils de pute, et se terminent par un enculé va. Ouais. Alors, parce que je pense que alors, il faut différencier ce qui est vulgaire et ce qui est grossier. Moi, je pense que mon livre est grossier, je pense pas qu'il soit vulgaire. Parce qu'en fait, la vulgarité, elle se sépare de toute forme d'élégance. Or, je pense que ce livre a quand même des élégances. Il est grossier, mais il a des élégances. Donc, il ne tombe pas dans la vulgarité pour moi. Mais bon, ça, c'est une petite nuance. En réalité, je pense que, comme je le dis souvent, dans la tradition française, la vulgarité dans l'art français, dans l'art que moi j'aime, est quelque chose d'omniprésent. Dans la peinture, ça va être la nudité, ça va être des choses très triviales. Dans les romans, ça va être des situations très cocasses. Même les grands écrivains ont décrit des choses qui étaient très triviales. Et j'estime que je fais honneur à la culture française que moi j'aime quand je fais un petit peu de sublime et un petit peu de trivial. Je pense que c'est ça le creuset de la culture française. Molière, par exemple, il y a toujours des personnages qui sont très vertueux, et à côté de ça, il y a de la farce, c'est du vaudeville pratiquement à certains moments. Et c'est la réunion des deux qui, pour moi, fait le creuset de la culture française. Donc c'était aussi un hommage un petit peu. J'ai évoqué l'ouvrage, bien évidemment, mais avant ça, j'aurais dû quand même, en fait, commencer par le commencement, c'est-à-dire déjà, pourquoi ce mot Papacito? Pourquoi vous appelez Papacito? Alors Papacito, c'est un surnom qu'on me donnait dans mon village en Espagne, de ma famille originaire. Voilà, c'est un surnom qu'on m'a donné, c'est resté. Donc je l'ai adopté, puis c'était. Ça veut dire quoi? Ça veut dire petit papa, mais dans un sens un peu comme si on était un personnage particulier, un oiseau rare. D'accord. Alors, sur votre parcours, là, j'ai récupéré tous les éléments dont je disposais. Alors, j'ai trouvé Toulouse, j'ai trouvé des grands-parents pleins de valeurs, ça, j'ai compris cela. J'ai vu des études de sociologie, j'ai vu du rugby, j'ai vu Cachan, dans le Val-de-Marne, j'ai vu de la boxe. Et puis, j'ai vu que vous étiez le fils illégitime de Saddam Hussein. Et aussi, vous vouliez être ingénieur en astrophysique. Alors, la réalité de tout ça, Saddam Hussein, c'est Non, Saddam Hussein, j'ai une certaine forme d'admiration pour le côté et esthétique et politique. Il y a une part d'esthétique qui est fascinante, une part de... Chez Saddam Hussein. Oui, il y a une épopée de Saddam qui est fascinante. C'est un personnage, quand on rentre dans l'histoire de Saddam Hussein, c'est assez fascinant. Cette espèce de bédouin qui finit par se hisser au sommet de l'Irak, qui a été très boudé par les historiens. Et après, quand on rentre un petit peu dans la spécificité de son règne, de son régime, on se rend compte que finalement, c'est quand même quelqu'un qui a essayé de faire des choses pour son pays. Voilà. Et à côté de ça, sa politique, il y a certaines parties de sa politique auxquelles j'adhère. Et je trouve que c'est un peu un personnage de la trempe, par exemple, d'un Saint-Louis, ou d'autres personnages historiques qui, à un moment, sont des patriotes convaincus. Ils portent un peu leur pays, ils sont vraiment symboliques de leur pays, et en même temps, il y a une part de noirceur, il y a une part là-dedans de sale et d'occulte qui fait qu'on a toujours un peu ce côté, oui, bon, il y a le bon côté, il y a le mauvais côté, mais c'est assez fascinant. Voilà, donc fan plus que fils de Saddam Hussein. Bien sûr. Du coup, ça me rassure, ça me donne pas vraiment votre parcours. J'ai donné des pistes, elles étaient toutes bonnes par contre. Tout à fait, alors, sauf pour l'astrophysique, mais pour le reste... J'ai trouvé ça dans le bouquin. Ah oui, c'est vrai, d'accord, j'ai dû écrire ça... Je voulais être ingénieur en astrophysique. Je me rappelle absolument pas. Bon, j'ai peut-être Ça devait être une blague, ouais. En fait, tout le reste est juste. C'est des éléments, vous remarquerez, qui sont
des éléments très, encore une fois, graphiques, qui sont très symboliquement puissants. Hein, le rugby, la boxe, la sociologie d'une autre manière, mais on va dire que c'est des choses qui nous font nous sentir vivre. Moi, je suis quelqu'un qui trouve que cette époque manque de vitalité. Et que peut-être qu'à une époque, on mourait à 40 ans après avoir vécu, finalement, on avait plus vécu que cette époque, on meurt à 90, peut-être bientôt à 100, peut-être bientôt à 110, sans avoir réellement vécu. Donc en fait, j'ai cette chance de naître à une époque où certainement j'aurai une espérance de vie assez longue. Et en même temps, si je peux enrichir cette vie-là de choses à l'ancienne pour avoir l'intensité qu'on pouvait avoir quand on vivait, quand on naissait en 1900, quand on vivait en 1700, mais avec quand même la garantie qu'on peut se faire soigner avec une anesthésie générale, vous voyez, alors là, encore mieux. Vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment, il y a les deux, il y a le confort de l'époque moderne avec, j'essaie de mettre dedans un peu le souffle épique qu'il y a pu avoir dans d'autres vies, dans d'autres époques. On revient à votre ouvrage aux éditions Réincarné de guerre, et bien évidemment, vous dites que c'est une critique approfondie de la société française. En vérité, c'est plutôt d'ailleurs un déboulonnage, gratuit et violent. Et là, la question se pose, est-ce qu'il est nécessaire d'ajouter de la violence à une société qui est déjà très violente? Est-ce qu'il faut en remettre une dose? Alors, dans une société qui repose sur le débat d'idées, sur un échange qui va après générer une recherche de la part des gens avec qui vous avez échangé. Ça, on fonctionnerait par exemple dans une société telle que la France des années 50, où les gens, il y a encore de vrais comportements intellectuels, où effectivement on achète des livres, on se renseigne, on creuse les questions. Peut-être que je ne ferai pas ce genre de choses-là. On est à une époque où les gens n'ont plus le temps de lire. Ils n'ont plus le temps de creuser certaines idéologies, ils n'ont plus le temps de creuser certains constats. Les grandes enquêtes, ça prend 4 heures à lire. Il y a des gens qui ne prennent jamais 4 heures pour lire un livre. Donc il fallait trouver un moyen de faire quelque chose qui puisse amener les gens à le faire par un biais qui soit le plus coercitif et le plus séduisant à la fois. La coercition parce que c'est très violent, et la séduction parce que la violence en elle porte toujours ce côté très fascinant. Donc en faisant un bouquin très grossier, très violent, très rentre-dedans, peut-être que je vais amener des gens par le côté séduction à s'intéresser à des choses, à creuser des thèmes qu'ils n'auraient pas creusés s'il n'y avait pas eu cet enrobage qui dénote un peu de ce qu'on a l'habitude de faire. La droite est emprisonnée, je pense, est emprisonnée dans la noblesse du débat d'idées tel qu'il était tel qu'on le faisait dans la Grèce antique. Bon, vous avez remarqué quand vous sortez du studio qu'on n'est plus dans la Grèce antique. Les colonnes ont disparu, il n'y a pas les vieux philosophes sous les oliviers. Donc maintenant, il faut trouver un autre moyen de dispenser la bonne parole, le bon message. Et je pense qu'un bon moyen de le faire à l'époque de l'émotion reine, c'est de faire du graphique, du rentre-dedans, de quelque chose qui touche les cordes de l'émotion. Allez, on va creuser les termes, comme vous dites, en indiquant en exergue de ce bouquin que vous faites figurer une phrase « Je suis venu pour honorer » et « Je suis venu pour sanctionner ». On va déjà s'occuper de ceux que vous avez honorés. Ça va très vite parce que j'en ai trouvé en fait dans le bouquin que 2, Jean Lassalle pour le retour à la rusticité, et ainsi que Marc Mercier qui était un catcheur mais qui est le symbole du virilisme. Et pour vous, votre éloge, c'est celle du virilisme. Eh bien alors, ça tombe bien que vous me parliez de ça parce que c'est mes deux conceptions de la virilité. Si je prends Jean Lassalle, c'est un homme du terroir, très tranquille, très sobre, pas du tout dans la sape, pas du tout dans le MTV, pas du tout dans le show. C'est la virilité séculaire de l'homme qui est le chef de famille, le chef du foyer, qui va porter les valeurs de sa terre à la capitale, qui représente la mémoire, le terroir. Pour moi, ça, c'est un type de virilité très sobre, très noble. Et vous avez l'autre virilité, celle dans laquelle moi je m'inscris par contexte générationnel, qui est une virilité qui est plus incarnée par Marc Mercier, qui va être une virilité très américanisée, il faut le dire, très graphique, très visuelle, très symbolique. Et si vous voulez, ces deux hommes-là sont les deux parangons du deux types de virilité qu'il y a à disposition. Donc en réalité, c'est vrai que moi, j'épouse plutôt le côté visuellement, je parle, intellectuellement, je suis plus proche d'un Jean Lassalle. En tout cas, au niveau des valeurs, au niveau de mon anthropologie, je suis plus proche d'un Jean Lassalle. Mais par contre, au niveau du personnage, je suis plus près d'un Marc Mercier. Et c'est vrai que ces deux hommes-là, c'est les deux côtés c'est les deux virilités, les deux côtés de la virilité idéale, en fait, dans lesquels on devrait pouvoir piocher des éléments. Marc Mercier, c'est un peu
l'ersatz de votre héros. Votre héros, c'est Charles Bronson, donc vous dites que c'est un John Wayne en moins tolérant. Ben, Charles Bronson, moi, quand j'étais gosse, je suis tombé, j'avais pas le droit de le regarder, mais je suis tombé sur un justicier dans la ville. Et vous connaissez le pitch, hein, je vais pas m'attarder là-dessus, mais le pitch d'un justicier dans la ville, c'est un mec, il y a des gens qui ont agressé sa femme et sa fille, très gravement, et il va à la police, et la police est débordée. Et c'est un mec qui se dit, pourquoi la justice n'est plus rendue ? Et il décide de prendre sa responsabilité et de revenir à l'homme naturel, c'est-à-dire qu'à un moment, il tourne le dos à la civilisation. La civilisation, c'est de ne pas se venger. Et à un moment, il décide de tourner le dos à la civilisation pour appliquer sa justice à lui, qui est barbare. Hein. Elle n'est pas civilisée, puisque c'est une justice qui est arbitraire, hein, qui est personnelle, et qui est en plus définitive, puisqu'il flingue des mecs. Et en plus, par la suite, il décide que... Et je pense que c'est par humanisme qu'il rendra non plus la justice que pour lui-même, mais il rendra la justice pour tous les gens qui n'ont pas eu justice. Et c'est vrai que c'est toujours pareil, il y a la civilisation qui nous propose un type de justice, ça serait intéressant de temps en temps qu'elle cohabite avec l'autre justice, la justice immédiate et immanente. Alors je ne suis pas pour qu'il n'y ait que celle-là, bien sûr, je ne suis pas pour qu'arbitrairement des gens se mettent à se venger, mais je suis pour que de temps en temps, les sanctions tombent sans qu'elles passent par le circuit civilisationnel. Parce que quand on est face à des barbares, la civilisation n'est pas adapté des fois à un comportement barbare. Et des fois, il faut que l'homme civilisé se barbarise un tout petit peu, un tantinet, pour pouvoir traiter le problème comme il doit se traiter. Alors, se barbariser, ça nous amène directement à la sanction, parce que alors là, c'est la distribution de claques générale. Alors, et il y a tout d'abord, là, je vous cite encore, les mecs qui puent la fragilité. Et là, vous y voyez tout de suite les revendications homosexualistes qui n'ont qu'un seul but. Hein. Vous dites d'ailleurs faire chier un maximum les hétérosexuels. Donc, à vos yeux, finalement, n'est valable que celui qui a un taux anormalement élevé de testostérone. Alors, dans les faits, non. Dans mon livre, oui. Pourquoi dans les faits, non ? Parce qu'en fait... C'est-à-dire ce que vous écrivez dans le livre, vous ne le pensez pas finalement ? Si, tout à fait, mais je vais vous l'expliciter. Je vais vous dire pourquoi j'ai écrit ça. En fait, pourquoi est-ce que le fragile est un danger, mais pourquoi est-ce qu'il a quand même le droit d'exister ? Parce qu'une société standardisée, quelle qu'elle soit, c'est du communisme. Or moi, je rejette ça. Donc s'il n'y avait que des animaux, ça ne fonctionnerait pas. S'il n'y avait que des mecs comme ça, comme moi, je n'aurais pas envie de vivre en France, je vous le dis clairement. Et je pense qu'on n'a pas envie de vivre avec nos semblables stricts. Bon, maintenant, je pense qu'on est dans une exagération de la fragilité qui fait qu'effectivement, je tape dans le tas pour essayer de donner un espèce d'axe contraire, exagéré aussi, dans lequel je dis, stop, maintenant on va fabriquer un peu, il y a des fragiles à la chaîne, on va essayer un peu de refabriquer des animaux. Maintenant, il ne s'agit pas que les animaux qu'on va refabriquer prennent le dessus sur tout le reste. Je ne me suis jamais caché d'être fan de Freddie Mercury, qui d'ailleurs est une forme de virilité. Hein. Il est homosexuel, mais qui a une forme de virilité. Il y a des gens que j'admire parce que c'est des artistes incroyables et qui sont quand même homosexuels. C'est pas le problème de l'homosexualité. C'est le problème que ces gens-là ont une place dans la société et qu'on n'a plus de place pour les gens comme moi. Ah, sur votre compte Twitter, vous mettez 4 fragiles pris à une soirée du 14 juillet à l'Élysée, par exemple, et à côté 4 chevaliers du XIe siècle, et vous dites, regardez, retrouvez les chevaliers. Parce que les chevaliers, vous avez bien compris que je suis obligé de les piocher dans des livres d'histoire, et vous voyez, je compare des photos à des gravures. Ce que j'aimerais, c'est comparer des photos à des photos. Si j'avais... moi, ma société française idéale, elle n'est pas composée que de chevaliers qui partent à la croisade. Ma société française idéale, il y a une place pour les homosexuels, il y a une place pour les musulmans, il y a une place pour les juifs, mais il y a une place aussi pour l'habitant séculaire et millénaire de l'Europe, qui est le blanc couillu. Et qui a fait l'histoire de l'Europe. Et celui-là, on est en train de doucement l'éclipser. Et moi, j'aimerais bien qu'on lui fasse la place qui lui revient, qui est la place légitime de celui qui est un Français, alors on n'a plus le droit de dire de souche, un Français de plusieurs générations installé. Il faut que lui, il ne soit pas interdit de vivre et de continuer à vivre dans son propre pays comme lui, il le veut. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en fait, c'est pas combattre les homosexuels ou combattre ce que j'appelle les fragiles. C'est qu'ils nous laissent un petit peu de l'oxygène, qu'ils nous laissent exister et qu'ils arrêtent de nous emmerder quand on a les cuisses. Vous voyez, tous les deux, on a les jambes un petit peu écartées parce que entre les cuisses, il y a un truc qui s'appelle les baloches et pour qu'elles prennent l'air, il faut écarter les jambes parce que sinon, au niveau de la circulation sanguine, ça ne marche plus. Et ça, c'est quand même une revendication qui ne me semble pas être le sommet du fascisme. Vous voyez, c'est l'enfance de l'art. Avoir le droit de s'asseoir dans le métro en ayant les jambes un petit peu détendues, je ne pense pas que ce soit... on ne soit pas à Nuremberg, là, voilà. Alors, moi, je suis jusque-là, même sur les questions scientifiques, mais le bloc couillu, il répond chez vous à plusieurs symboles de puissance. Alors, ils sont listés. Hein, et alors, je veux dire que j'ai commencé à souffrir parce que, alors, tout d'abord, il y a les bagouzes. Ensuite, il y a le bling, ce qu'on peut appeler le bling-bling. Ouais, ça, l'image, le bling. Le bling, le col fourrure, la démarche,
la masse, le poids, et la sape, c'est-à-dire l'habillement. Est-ce que la masculinité passe forcément par ces seuls signes de puissance? Rassurez-moi. Alors, bien sûr que non. Parce que moi, je pensais que c'était d'avoir des enfants, c'était un comportement, mais Bien je sûr, savais pas qu'il fallait mettre plein de bagouses, quoi. Bien sûr, mais je vais vous donner un exemple qui va de suite vous éclairer sur ma démarche. Bon, Jésus, si on avait vendu un Jésus, dans la Bible, si on avait vendu un Jésus, bon, il pardonne, mais des fois, des fois, il gruge, des fois, on n'y adhérerait pas, parce que c'est pas un modèle complet, parce que c'est un demi-modèle, c'est un compromis. Ce qui nous plaît chez Jésus, c'est qu'il finit par se faire charcuter sur la croix par refus du compromis. Et ce que je propose dans mon livre, c'est entre guillemets, alors j'ai pas la prétention de faire une nouvelle religion, mais c'est entre guillemets un modèle qui soit incorruptible, qui soit exagéré, pour que nous, en tant qu'humains, avec nos défaillances, on puisse se référer à quelque chose qui soit un absolu, mais qui est impossible. Personne ne peut être comme Jésus. Personne ne peut être aussi pur que Jésus. C'est pas possible. Avec les vicissitudes humaines, on n'y arrivera pas. Donc personne ne peut être aussi viril que les personnages que je fabrique et qui sont complètement surréalistes. Mais le fait qu'il y ait cette espèce d'extrême qui existe fait que le chemin qui nous amène à essayer de lui ressembler nous amène à plus de virilité. Et très certainement que, en tout cas, je compte sur l'intelligence du mec qui me lit pour comprendre qu'il n'est pas obligé d'être conforme à ça. Que dans le chemin qui le mène à ça, il y a Jean Lassalle, qui est une forme de virilité. Il y a Charles Pasqua, qui est aussi une forme de virilité, vous voyez ce que je veux dire? Un mec qui prend son téléphone dans son bureau pour donner des consignes à Ajaccio, qui vont être écoutés en Côte d'Ivoire. Bon, là, il y a un côté, le mec qui pèse. C'est aussi une autre forme de... On n'est pas obligé d'adhérer à 100%, mais je veux dire, c'est aussi une autre forme de virilité. La question que je me suis posée en lisant cela, c'était aussi, en me disant, Papacito, il a des symboles de puissance, je rappelle, les bagouses, le bling, la farure, la démarche, la masse, la sape. En fait, ce sont les symboles de puissance qui sont ceux des rappeurs, par exemple. Il ne manque plus que la bimbo à poil, si vous me permettez l'expression. Ben justement, je vais aller plus loin. De quoi se sont inspirés les rappeurs? Le bling, les bagouses, c'est nos souverains européens. Vous prenez n'importe quel portrait de François Ier, vous prenez n'importe quel portrait d'Henri VIII. Alors, le spécialiste, c'est Charles Quint qui se faisait représenter avec vraiment tout l'apparat. Les rappeurs, ils nous ont proposé de la musique qui nous distille de la puissance. Donc, qu'est-ce qu'ils sont allés chercher dans la puissance? Ils sont allés chercher des modèles qui étaient puissants. Donc, en fait, les gens qui disent « il fait comme les rappeurs » oublient que les rappeurs font comme les rois d'antan. Donc en fait, Bouba, Karis ne sont que des pâles copies de François Ier et de Charles Quint. Et moi, en fait, je me réfère plutôt à ça. Je me réfère plutôt à Charles Quint. Vous n'êtes pas l'anti-Joe Star ou l'anti-Maître Gims? Ça fait comme jamais. Alors, si, parce que dans la forme, encore une fois, je propose la même chose qu'il propose, mais avec des valeurs complètement différentes, un peu sur la même latitude. Enfin, je suis pas sûr d'être sur la même latitude, mais en tout cas, et déjà, en plus, même, je pense qu'entre Maître Gims et Joe Star, il y a des différences. L'un est l'idiot utile du système, l'autre est un artiste qu'on aime ou on n'aime pas. Je parle de Maître Gims. Moi, peut-être que je suis sur la même latitude. Je n'ai pas la prétention d'être au-dessus, en dessous. Je ne sais pas. Mais eux, en tout cas, ils se sont abreuvés des mêmes signaux de puissance que moi. Le collier, la bague, qu'est-ce que c'est? C'est le Moyen-Âge, la couronne, c'est le Moyen-Âge occidental. Alors, parmi les sanctions, il y a le gauchiste. Alors là, d'entrée de jeu, vous faites une description, d'ailleurs assez hilarante, de la manif de gauche, avec tous les acteurs. Et alors, c'est l'étudiant gauchiste, lui, il en prend pour son grade. Le problème, c'est que si vous voulez, moi, je suis né à Toulouse, dans une famille de réfugiés politiques espagnols qui avaient fait la guerre civile. Et qui, quand ils l'ont perdu, sont réfugiés en France. Donc c'est pas comme si on était partis sans faire la guerre. Mes grands-parents ont fait la guerre, du côté maternel et paternel, dans le même camp, dans le camp des Républicains contre Franco. Ils ont passé la frontière en 1939, ils se sont réfugiés à Toulouse, et je suis né dans un bain d'extrême gauche, dans une ville marquée par l'extrême gauche, et je suis allé dans un lycée et dans une fac d'extrême gauche. Donc si vous voulez, je suis sorti du système scolaire à la vingtaine, et j'y suis retourné 3 ans pour finir ma fac. Donc j'ai fait en tout, je sais pas, j'ai dû faire, j'en sais rien, je suis nul en maths, j'ai dû faire 20 ans de scolarité. Donc 20 ans d'extrême gauche. Parce qu'en France, la scolarité, c'est extrême gauche. Donc j'en avais gros sur la patate. Je les ai bien observés, je les connais. J'ai même eu travaillé à l'éducation nationale. Donc là, j'ai été dans le creuset, dans l'organe principal de la fabrication de l'être humain d'extrême gauche dans la République française. Donc si vous voulez, j'ai tellement accumulé d'observations, j'ai tellement vu d'injustices, de mensonges, de facilité intellectuelle,
que c'était la moindre des choses que je leur règle leur compte sur un bouquin, voilà, sur quelques pages. Et c'est réussi. Merci beaucoup. Oui, c'est réussi. Alors, Rayon Sanction toujours, hein, vous voyez, hein, la balance positive-négative est disproportionnée. Il y a la racaille perdue ou les islamistes salafistes qui ont pris d'assaut les villes des banlieues, puis d'ailleurs toutes les autres. Alors pour vous, là, c'est la menace première. Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, alors moi, je me rappelle quand j'étais petit, les toutes premières années de ma vie, j'étais au Mirail, dans la grande cité toulousaine, qui était à l'époque habitée par des Portugais, des Italiens, des Espagnols, des Pieds Noirs, beaucoup d'Arméniens. Le prolétariat blanc des années 30, 40 et même avant, 1920, jusqu'aux années 50, avec des Portugais qui sont arrivés vraiment tardivement. Et si vous voulez, il y avait déjà des Maghrébins à cette époque-là. Moi, quand je suis né, il y avait déjà une première génération de Maghrébins qui était venue dans les années 60, qui avait eu des enfants. Et ces gens-là que j'ai fréquentés, les parents, étaient des gens qui étaient exemplaires, qui étaient des gens qui étaient très discrets, qui vivaient dans une misère crasse, qui avaient bossé partout à Toulouse, qui étaient des ouvriers qui avaient été exploités au maximum par le système. Ils ont eu des enfants. Ils ont eu des enfants de qui, malheureusement, je pense, ils étaient tellement occupés à travailler. Et en plus, c'était des populations qui n'étaient pas très éduquées par rapport aux populations de Maghreb. Il faut bien savoir que les Maghrébins qu'on a reçus dans les années 60, ce n'étaient pas les meilleurs Maghrébins qu'il y avait disponibles en Algérie ou au Maroc. C'était souvent des fermiers, des campagnards, donc des gens peu instruits. Ces gens-là n'ont pas mis l'accent sur l'éducation de leurs enfants. Il y a une génération qui allait bien encore parce qu'il y avait beaucoup d'associations, parce qu'en France, le corpus de gauche était solide. Et on a quand même essayé, dans les années 80, 90, il y avait des Maghrébins. Je pense par exemple au groupe toulousain, vous allez peut-être pouvoir me rappeler. Comptez pas sur moi. Le groupe toulousain qui est vachement connu, Tomber la chemise, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, je suis désolé. Alors là, c'est le crime absolu. Et en fait, ces gens-là, par exemple, sont très représentatifs de ces Maghrébins-là dans les années 80, qui étaient quand même assez assimilés, qui étaient quand même très franchouillards. Et par contre, après ces gens-là, l'Arabie Saoudite a pris le relais, dans une jeunesse qui déjà est française depuis 3 générations, qui ne s'est pas fondue dans la masse. Et cela représente, si vous voulez, une communauté présente en France qui ceinture les villes, puisque les banlieues ceinturent les villes. Ces gens-là ne nous aiment pas. Ils ont un fort ressentiment par rapport à la guerre d'Algérie. Ils n'ont pas les mêmes valeurs que nous, ils n'ont pas la même religion. Ils sont abreuvés par les Saoudiens d'anti-occidentalisme, et pourtant ils vivent en Occident. Donc ça fait des espèces de paradoxes qui créent des gens qui finissent par partir en Syrie. On voit bien que les gens qui partent en Syrie, c'est des mecs qui, l'avant-veille, étaient en boîte de nuit en train de commander des magnums de champagne au milieu de 5 prostituées, et le lendemain, ils sont en train de tuer des chrétiens au Moyen-Orient au nom du Coran qu'ils ont découvert dans la demi-heure. Donc ça, si vous voulez, pour moi, ça, c'est une bombe à retardement. Il y en a plein, je les connais, je les ai fréquentés puisque j'ai grandi avec eux une partie de ma jeunesse. J'ai travaillé avec eux dans les boulots que je faisais. Oui, parce qu'en plus, je me permets, je suis un peu long, mais je reçois des leçons de gauchistes sur les Maghrébins qui n'ont jamais fréquenté de Maghrébins. J'ai été déménageur, j'ai fait de la boxe longtemps. Dans la boxe, il y a beaucoup de Maghrébins, il y a beaucoup d'Africains. Dans les quartiers où je vivais, il y avait des Maghrébins. Dans les facs où j'étais, il y avait des Maghrébins. J'ai vécu toute ma vie avec des Maghrébins. Et il y a des gauchistes qui ne les ont jamais fréquentés du centre-ville de Paris, qui m'expliquent que j'exagère ou que je ne comprends pas. Donc en fait, si vous voulez, c'est normal que dans mon livre, je les atobise, parce que c'est insupportable, parce que en fait, je dis des choses qui sont tirées de ma propre expérience. Le groupe Zebda, Zebda, hein, voilà. Merci. Alors là, c'est le crime, le Toulousain qui oublie Zebda. Oh, j'ai cherché. Mais Zebda. on vous fait le procès sur les réseaux sociaux de cet anti-islamisme, parce qu'il est virulent, et puis on vous taxe aussi, hein, je le vois quand même, de sioniste. Ici ou là, on se dit quand même qu'il est lynx envers les uns et un peu taupe envers les autres. Oui. Alors, moi, je vais vous dire, cette question-là, elle vient du fait que la droite française, une grande partie de l'extrême droite française est antisémite. Et d'ailleurs, en disant cela, vous leur faites pas de cadeau. Exactement. Et d'ailleurs, une grande partie de l'extrême gauche française est antisémite. Et je pense même que l'extrême gauche l'est encore plus massivement et sourdement que l'extrême droite. Moi, j'ai eu le malheur de venir avec des idées patriotes qui n'étaient pas antisémites. Et ça, c'est quelque chose, je crois presque que c'est nouveau. Il y a très peu de gens qui sont, je parle dans le milieu dans lequel je suis arrivé sur Internet, il y a très peu de gens qui sont à la fois patriotes et qui n'ont pas, moi j'ai pas de haine envers les juifs. Parce que
quand j'ai regardé Jurassic Park, je me suis régalé et il se trouve que c'était un juif qui l'avait fait. Quand j'ouvre mon iPhone, il marche, ben, bingo, dedans il y a 25 brevets qui ont été imaginés par des juifs, parce que quand on approfondit l'histoire de France, on se rend compte que les communautés juives qui étaient en France, notamment dans la Haute-Garonne, sont là depuis l'Antiquité et qu'ils ont toujours contribué à la culture française, mais au même titre que d'autres communautés. Hein. Là, on se focalise sur eux, mais ils ont contribué depuis le Moyen-Âge, ils étaient très importants au Moyen-Âge. Il y a des grands et illustres personnages français qui sont juifs. Pourquoi est-ce que je me mettrais à détester ces gens-là avec toutes ces bonnes choses que j'ai reçues? C'est peut-être le reproche, c'est peut-être un regard moins acide et sévère sur Israël que sur d'autres nations. Alors, je suis jamais... En fait, cela, hein, l'antisémitisme, c'est pas forcément... Je suis jamais allé en Israël, donc je peux pas vous dire sur Israël. Par contre, en France, je n'ai jamais eu de problème avec des juifs. Je n'ai jamais eu, en marchant dans la rue... Vous êtes déjà allé en Arabie Saoudite? Jamais non plus. Et vous parlez pourtant des salafistes, des wahhabistes. Mais par contre, j'ai eu des problèmes avec des musulmans en France. D'accord. Et si vous voulez, toute mon idéologie part d'un constat pragmatique. Quand je marche dans la rue, les fois où j'assiste à des choses qui me paraissent violentes ou qui sont contre ma façon de voir, parce qu'on me fait souvent le procès d'Israël, je rappelle que moi, je mets les pieds là-dedans, je ne fais que disséquer la société française. Et dans la société française, même si très certainement qu'il y a des juifs qui sont en prison, comme toutes les autres communautés, il doit y avoir des juifs en prison, il doit y avoir des arméniens, il doit y avoir des vietnamiens en prison. Est-ce qu'il y en a autant de toutes les communautés en prison? Je ne sais pas, on n'a pas de statistiques ethniques en France. Peut-être que beaucoup de séfarades et de juifs ashkénazes sont en prison. Peut-être que 90% des prisonniers en France sont des juifs. Peut-être. On n'a pas de statistiques. C'est dit. Allez, voilà. Au rayon sanctions, il y a aussi, et c'est surprenant, et là beaucoup plus surprenant, ce qu'on appelle le petit blanc qui pourrait être oublié. Alors je ne parle pas de Yann Barthès, vous avez couru et venu me piquer les micros de quotidien, mais l'agent de sécurité, alors vous avez un portrait d'un agent de sécurité qui est en voie d'extinction, j'ai l'impression quand même, mais enfin que vous qualifiez de le nazi blanc maître chien. Et puis vous avez aussi le kéké, alors lui il n'est pas totalement en voie d'extinction, c'est le petit blanc de la boîte de nuit de province. Et en le regardant, vous dites, je comprends l'inexorabilité de la fin prochaine de l'espèce humaine. Et je me suis dit, c'est hyper dur, parce que vraiment, les petits blancs, c'est ceux qui en ce moment ont beaucoup souffert et vont encore beaucoup souffrir, si vous me permettez de paraphraser tonton David. Mm-hmm. Alors je vais vous dire, un père de famille, un grand frère, un leader, un chef, quand il y a des ennemis, quand il y a du mal qui approche, à qui il s'adresse? À son clan, à ses enfants, à ses frères d'armes, ou il s'adresse aux ennemis? Il ne leur dit pas aux ennemis, et s'il vous plaît, partez. Il va haranguer les siens. Il va essayer de transcender les siens. Quand les Turcs, les Ottomans sont venus assiéger Vienne, les officiers, la noblesse autrichienne à Habsbourg n'étaient pas en train de dire aux Turcs « Et s'il vous plaît, essayez de rentrer dans les cadres de notre société autrichienne du XVe siècle ». Non, ils attrapaient les Autrichiens et ils leur disaient « Au nom de l'Autriche éternelle, au nom de la chrétienté, battez-vous. Soyez des lions, soyez des chevaliers ». Pourquoi est-ce que je fustige le petit blanc? Parce que je considère qu'il fait partie de ma famille, de mon clan, puisque ensemble nous faisons nation. Donc j'attrape le petit blanc, comme le père ou comme le grand frère que j'essaye d'être, et je lui dis, sois un lion, sois un guerrier au nom de la France éternelle, de la nation, de la culture française éternelle. Qu'est-ce que je vais aller m'adresser à mes ennemis? Ils ne m'aiment pas, ils ne m'écouteront pas, et ils seront contents d'apprendre que j'ai peur de la faiblesse de mon camp, et que je lui dis du coup de s'adapter. Non, je sais que mon ennemi ne fera aucune concession. Donc j'attrape les miens, et je leur dis, mais enfin, regardez où vous en êtes. J'essaie de les traiter par le choc. De temps en temps, moi j'ai pris des fessées par mon père, ça m'a réveillé. Des fois, mon père rentrait dans la maison, il y avait une accumulation d'échecs. Je prenais le nombre de fessées qu'il fallait que je prenne pour cette accumulation d'échecs. Et quand j'allais dans ma chambre en sanglots, comme l'enfant que j'étais, je me disais, bon, là papa il m'a mis une tannée, parce que il faut que je me réveille sur tel thème, sur telle chose, sur telle action à mener. Il faut que je me reprenne en main. Et c'est une éducation qui a fait de moi quelqu'un plutôt d'heureux, plutôt de sain, et je pense de bien armé pour la vie, parce que maintenant je ne me laisse plus marcher sur les pieds. Regardez, je vous lis. Oui. Le nazi blanc maître chien. Ancien skinhead nostalgique du Troisième Reich, le nazi maître chien voudrait en installer un quatrième le plus rapidement possible. Tatoué de la tête aux pieds, muni d'un berger allemand des jeunesses canines hitlériennes, il est souvent plus en colère que réellement raciste. En colère. Mais il est comme vous, en colère. Alors, il est en colère, mais comme lui, si vous voulez, moi j'ai une chance, c'est que j'ai un patronyme espagnol.
je ne suis pas français d'origine, donc on me lâche un peu la grappe. Les médias ne sont pas en train systématiquement de dire « Ah, Papacito est un nazi ». Ça, j'y ai échappé. Bon, il se trouve que je suis marié avec une femme qui n'est pas non plus d'ascendance française. Donc, si vous voulez, la pression sur moi est beaucoup moins grande que sur ce mec-là. Donc moi, et en plus, j'ai eu la chance d'avoir une formation intellectuelle qui m'a permis de pouvoir, cette rage-là, la mettre dans un bouquin. Lui, malheureusement, il n'a peut-être pas eu ni l'amour. Moi, j'ai eu beaucoup d'amour dans ma famille. Il n'a pas eu l'amour familial, il n'a pas eu l'amour social et il n'a pas eu la formation intellectuelle. Donc, plutôt que d'écrire un bouquin et d'essayer de faire du détail, ça va être un truc très violent. Vous savez, dans les prisons américaines, les gangs, c'est les Noirs d'un côté, les Latinos de l'autre avec le Nord et le Sud, et puis les Blancs qui deviennent des néo-nazis. Même s'ils n'adhèrent pas à l'idéologie nazie, ils sont dans un milieu qui est tellement violent qu'en fait, ils se tatouent des croix gammées de la tête aux pieds, même s'ils n'y adhèrent pas, juste pour être inclus dans un groupe. Et je pense que le Blanc isolé dans sa banlieue, qui en a trop pris dans la gueule, il a tendance à plus faire de détails et il se met à être une caricature. Il va prendre le modèle blanc le plus violent qu'il va trouver. Et qu'est-ce qu'il va trouver dans l'histoire des Blancs le plus violent? Soit ça va être le commerce de l'esclavage, soit ça va être l'esclavage, soit ça va être le négrier, mais c'est dur de se déguiser en négrier, soit ça va être le Troisième Reich, qui est plus près et qui, graphiquement, va être plus séduisant. D'accord, mais on vous suit mal quand vous en prenez au kéké. Le kéké, on le voit bien en boîte de nuit. Quoi. Alors, vous dites, alors vous faites un grand numéro sur le parfum Scorpio. Hein. Je précise que ceux qui portent du parfum Scorpio, il faut mieux pas avec vous. Hein. Mais parce que c'est dur quand même, c'est dur. Il n'y a même pas de bienveillance. Alors là, c'est vrai que c'est très sévère et je suis d'accord avec vous. Il y a eu un manque de bienveillance parce que, vous voyez, c'est bien que vous dites ça. Parce ça lui fait pas de mal. Hein. Avec le mec d'extrême droite, le maître chien blanc, vous aurez noté qu'il y a de la bienveillance parce que je dis, il est plus en colère que réellement nazi. Parce que celui-là, à un moment, je sais qu'il y a eu la blessure profonde et qu'il y a quand même au fond cet enfant qui a dû être méprisé, qui a dû être à un moment gravement attaqué. Or, dans le kéké, ce que je ne supporte pas, et c'est pour ça que j'ai du mépris pour lui, c'est qu'il y a l'acceptation que le réel, il est merdique, et finalement on s'y conforme, et c'est la veulerie. Et la veulerie, c'est ce qui tue les braves. La veulerie, le brave, il est souvent plus facilement mis en péril par le veule qui est à son côté que par son ennemi. Vous savez, Saladin, quand il s'en est pris à Richard Cœur de Lion, il y avait du respect entre les deux. Et jamais Saladin aurait fait empoisonner Richard Cœur de Lion. Par contre, le minable qui ne supporte pas Richard Cœur de Lion, lui, le minable qui est à ses côtés, qui a peut-être des vues moins nobles que lui, il va peut-être aller l'empoisonner, ou en tout cas, il va peut-être le trahir par veulerie, parce que finalement, lui, c'est un utopiste, on ne la reprendra jamais, cette terre sainte. Donc finalement, qu'il aille crever dans son désert, moi je ne l'accompagne pas. Et c'est souvent en espagnol ce qu'on appelle le lado blando, notre côté mou. C'est notre côté mou qui nous tue, c'est pas notre ennemi. Notre ennemi nous rend plus forts, parce qu'en fait la confrontation qu'on a avec lui nous pousse toujours à être... mais en fait c'est l'histoire des Européens. Pourquoi les Européens sont devenus des guerriers formidables jusqu'à 1968? Pourquoi c'est devenu des guerriers formidables? Parce qu'ils étaient dans un milieu où il y avait peu de ressources et il fallait tout le temps être en compétition. On n'a pas arrêté de faire la guerre à nos voisins anglais, aux Espagnols, aux Italiens, on n'a pas arrêté, ce n'est que ça. Et l'Européen a eu un moment, il y a un moment, il a présidé le monde parce qu'il sortait d'un milieu qui était très très difficile. Et aujourd'hui, il a tellement de confort qu'il se laisse marcher dessus et il est devenu veule, il a perdu ses burnes. Et le kéké, il accepte ça. Donc j'ai plus de tendresse pour celui qui à un moment... vous savez, j'ai plus de respect pour le mec en face de moi, la racaille, qui va aller faire des choses, même si elles sont débiles, violentes, au moins il se bouge. L'autre, il accepte. Il prend la télé qu'on lui donne, il bouffe ce qu'on lui donne, il ne fait pas marcher le terroir, il ne connaît rien à son histoire, il s'en fout. Et celui-là, je le méprise, c'est clair. Bon, vous méprisez. Alors, la question finale, c'est qui aimez-vous ? Et cette question, elle est finalement sans importance parce que vous le dites à la fin, entre deux lignes, comme ça, vous dites moi, je veux un système non démocratique pour écarter le maximum de connards de la prise de décision. Donc, en fait, voilà, vous assumez. Hein. Ah, mais moi, je suis pour une tyrannie éclairée. Moi, si vous voulez, Saddam Hussein, Charles Quint, Saint-Louis, Philippe le Bel, c'est des gens, pour leur pays, ils ont fait à un moment des choses que n'ont pas fait des générations et des générations de présidents élus démocratiquement. De Gaulle, on ne va pas aller jusqu'à dire que c'est un dictateur. De Gaulle a fait des choses, même si pour moi, De Gaulle, voilà, moi je suis un anti-républicain, bon bref. Mais quand même, De Gaulle est
je pense, un des derniers hommes politiques qui a essayé de faire des choses, et on n'était pas loin du tyran éclairé, mais qui a essayé de faire des choses pour son pays. Après, il y a eu Mitterrand qui a essayé de faire des choses pour lui-même, et à partir de là, tout le monde a fait des choses pour soi-même. Mais avant ça, l'histoire de France, elle est parsemée de chefs d'État qui ont fait les grandes heures de notre pays. On a souvent, le prochain livre qui va sortir en octobre chez Ring s'appelle Le Crépuscule des Titans, le prochain que j'ai écrit, et il parle du Moyen-Âge. Et je réhabilite le Moyen-Âge parce que la République nous a fait croire que le Moyen-Âge, c'est des tyrans qui règnent sur des esclaves courbés. Non, ça, c'est ce qui se passe actuellement. Le Moyen-Âge, à partir du Capet, c'est une France florissante qui devient le pays le plus puissant du monde jusqu'à la guerre de 100 ans, avec des rois qui enrichissent le royaume en permanence. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, on ne le sait pas. Et donc, du coup, notre vision de la démocratie, elle est biaisée parce que si à l'école, on apprend que le seul moment où les Français ont commencé à être heureux, c'est quand on les envoyait faire 14-18 et quand on a décapité leur roi, il y a un problème. Moi, je leur dis non. Quand on les envoyait faire 14-18 et quand on a décapité leur roi, c'est le moment où ils ont commencé à être foutus. Avant ça, c'était un royaume florissant qui nous a laissé Notre-Dame. Bon, on voit ce que c'est devenu avec la démocratie, la République aujourd'hui, qui nous a laissé Chambord, qui nous a laissé Delacroix, qui nous a laissé des choses merveilleuses, vous voyez ce que je veux dire? Et quand je soupèse les deux, écoutez, on va prendre une photo en l'an 1002, et on prend une photo de la France aujourd'hui. Je préfère 1002. Alors j'ai cru, et c'est la dernière question, j'ai cru vraiment que tout ce que vous disiez, indiqué en fin de bouquin, c'était en fait une provocation, parce que vous dites, une fois un système efficace qui fait régner l'ordre de Dieu, sans en discuter, je vous cite, pendant des mois dans un hémicycle républicain maçonnique, un roi, un guide suprême, un caudillo, un duce ou un raïs, un surhomme céleste qui soit incorruptible. Et je me suis dit, là il est dans la provocation. Non, je me suis trompé. Ah non, je vous le dis clairement. Écoutez, c'est simple. Vous voyez, Mitterrand on a toujours une vision de Mitterrand beaucoup plus saine qu'un Franco. Bon, Franco a refusé de participer à la Seconde Guerre mondiale. Je rappelle que les Espagnols qui sont allés en Russie étaient des volontaires, c'était pas officiel, c'était des phalangistes qui sont allés dans la division Assoul. Officiellement, Franco n'a jamais fait la guerre aux côtés des nazis. Ça vous réglez vos comptes avec vos parents? Ouais, un petit peu, c'est vrai. Et il a fait de l'Espagne, je suis désolé, 50 ans de franquisme, on regarde le résultat en Espagne, et 50 ans d'Union soviétique, on regarde le résultat en Russie, ou dans les Balkans. Bon, à la fin, il y a un pays qui est prêt à rentrer dans l'Europe, qui s'est industrialisé petit à petit. Et à côté, il y a des... Enfin, je suis désolé, vous prenez le Cambodge, vous prenez des pays comme ça, mais même sans prendre des pays comme ça, je viens de vous parler de Mitterrand. Mitterrand, on le considère comme étant quelqu'un de démocratique, donc de halal. Et l'autre, un Franco, c'est haram. Si je compare les deux, je pense que Mitterrand a occasionné beaucoup plus de morts pendant son mandat qu'un pauvre petit Franco. Ça, je vous le dis clairement, si on commence à regarder le Rwanda, si on commence à regarder la politique française en Afrique, et même peut-être la politique française à l'intérieur, je suis désolé, mais des deux, le meurtrier, à mon avis, c'est pas Franco. Et ça, c'est une réalité qui fait très mal. Dans mon bouquin, j'écris qu'il faut 14 Franco pour faire un Pol Pot, en termes de morts. Che Guevara a été un assassin notoire. Il a tué des Cubains et des paysans cubains par milliers. Aujourd'hui, quand vous allez à Cuba, j'ai rencontré un Cubain. Alors, je ne suis pas allé à Cuba. J'ai rencontré un Cubain qui venait de Cuba et qui, lui, est parti parce que Cuba, pour lui, c'était une dictature d'extrême gauche et qui m'a dit, mais il n'y a qu'en Europe que les gens sont dupes, il n'y a qu'en dehors de Cuba que les gens sont dupes sur Che Guevara, à moins d'avoir été subvertis par le parti. Mais la majorité des Cubains considèrent Che Guevara comme un assassin. C'était un étranger, un Argentin, qui est venu faire sa révolution, son délire meurtrier à Cuba et qui a tué un nombre de fermiers cubains et puis il a tué des pauvres. Il a tué des gens qui vivaient près de la mangrove jusqu'à son épopée, jusqu'à la capitale. Et d'ailleurs, quand il a pris Cuba, il est parti faire la révolution à l'heure pour tuer d'autres gens dans d'autres pays. Et je pense que c'est une bonne chose que Che Guevara ait été abattu parce que c'était un meurtrier de masse. Et ça, on a beaucoup de mal à l'entendre, mais un Staline a tué beaucoup plus qu'un Hitler. C'est terrible, mais c'est une réalité. Pour moi, l'idéologie d'extrême gauche est bien plus dévastatrice que l'idéologie, n'importe quelle autre idéologie. Merci beaucoup. On va lire la suite aux éditions Ring dans Carnet de guerre. Merci beaucoup de vous être prêté à cet entretien. Ils sont assez rares. Et puis, je crois que vous avez eu la liberté de dire ce que vous souhaitez. Tout à fait. Et je vous remercie pour votre invitation. Et je vous remercie pour le bon traitement que vous m'avez fait. Merci à vous.